Bonsoir, Danny. Bonsoir, Jean-François. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir sur le plateau de Théovox Actualité. C'est ta première visite. Exact. Oui, absolument. Ça Faut me fait rester. plaisir. Merci de l'invitation. Ben, je suis vraiment content de t'avoir accepté. Danny, tu as foulé les planches pendant plus de 10 ans, livrant plus de 400 spectacles. Pourtant, dans le milieu de l'humour, pourtant, au sommet de ta carrière, tu as choisi de tourner le dos au monde de l'humour, refusant de compromettre tes valeurs et dénonçant la corruption d'un milieu que tu jugeais toxique. Depuis, tu as trouvé une nouvelle voie, celle de l'intervention auprès des jeunes et de la défense de la vérité, même lorsque ça dérange. Aujourd'hui, tu es avec nous pour partager ton parcours hors norme et ton regard, notamment sur la société. Danny, je l'ai dit d'entrée de jeu, tu as fait 400 shows entre 2004 et 2014. Puis là, je peux entendre les gens dire 400 shows en 10 ans, c'est quand même pas beaucoup. Non, non, c'est énorme, 400 shows en 10 ans. C'est pratiquement un show d'humour par semaine que tu as fait entre 2004 et 2014. Qu'est-ce qui t'a poussé à tout laisser derrière toi à ce moment-là? Je te dirais, le milieu de l'humour, moi, depuis que je suis tout jeune, c'était une passion. Tu sais, ça a toujours été... j'avais 9 ans, je regardais des spectacles d'humour, puis moi, dans ma tête, je me voyais sur une scène, je me voyais passer ma vie à faire des spectacles. C'était vraiment ça mon but ultime. Il n'y a rien de plus valorisant que de faire des blagues et d'entendre des gens rire. Donc, quand j'ai commencé l'humour en 2004, évidemment, quand on commence comme humoriste, c'est pas toujours glorieux. Hein? On n'est pas toujours au sommet de notre art. Donc, ça a pris plusieurs années avant que je réussisse à faire un petit peu ma place à travers ça. Ouais. Puis au fil du temps, je dirais, vers le milieu de mon parcours, là, je commençais à me mettre plus ami avec des gens qui étaient dans le milieu, de producteurs, diffuseurs, des auteurs, script éditeurs. Puis je voyais un peu comment ça se passait à l'interne, puis derrière la caméra. Puis il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas d'accord. Comme, par exemple? Ben écoute, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu sais, moi, j'ai vu des artistes, exemple, faire semblant qu'ils étaient bénévoles dans un téléthon puis recevoir un chèque de 7000 $. J'ai vu des humoristes faire des annonces à la télévision en disant que leur cachet était donné à une fondation, mais ils recevaient des chèques de 10 000 $. J'ai vu des gens qui avaient des rumeurs d'agression sexuelle. Tu sais, quand tu es dans le milieu de l'humour, tu fais beaucoup de spectacles, souvent dans les mêmes endroits. Puis c'est souvent la même clientèle qui revient. Tu sais, une soirée hebdomadaire ou mensuelle, c'est généralement le même public qui revient. Puis quand tu es un humoriste de la relève pas connu, bien, tu fais beaucoup les mêmes endroits à plusieurs reprises dans l'année. Donc, tu t'attaches un peu aux spectateurs qui viennent te voir. Puis parfois, il y avait des spectateurs, spectatrices qui ne revenaient plus aux soirées. Puis, tu sais, c'est des spectatrices que tu voyais souvent, qui venaient te remercier, puis te féliciter après les spectacles. Puis là, tu te rends compte que soudainement, ils ne sont plus là. Et en creusant un peu, en allant leur parler, tu te rends compte que, bien, ils racontent qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles par des humoristes et qui ont peur de se présenter à des spectacles d'humour. Et là, ils nomment des noms. Puis au début, c'est toujours un peu des rumeurs. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui va condamner quelqu'un par des rumeurs. Mais quand ça fait 10-12 personnes qui disent « Bien, lui, il m'a amené dans son char, puis il a barré à la porte, puis je ne pouvais pas ressortir, puis il m'a agressé. » Puis Ouais. donc, je voyais un peu l'envers du décor. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, là. Loin de là, là. J'ai des gens avec qui je parle à chaque semaine, qui sont dans le milieu de l'humour, qui sont super sympathiques. Je ne vais jamais parler contre eux. Mais il y avait plusieurs personnes dans ce milieu-là que je devais côtoyer, soit dans des loges, que je devais parfois écrire avec eux, qui me donnaient des contrats. Puis je savais foncièrement que ces gens-là n'étaient pas nécessairement des bonnes personnes. C'était des gens qui faisaient du chantage, de la manipulation. Puis à un moment donné, t'en viens au fait que tu te dis... Est-ce que vraiment c'est ça que je veux comme carrière? Me présenter dans une loge avec quelqu'un qui a possiblement des allégations d'agression sexuelle, même de pédophilie. J'ai déjà je n'aimerais pas de nom là, ce soir, là, mais déjà un humoriste qui a dit, moi, elle a 5 ans, la petite, mais moi, je donne un go quand même. Là. Ah ouais. Ah oui, absolument. Puis ces gens-là sont encore à la télévision aujourd'hui. Est-ce que quand c'est un rêve d'enfant, d'aller, puis de percer ce monde-là, puis de faire de l'humour, puis d'être sur les planches, puis peut-être partager la scène avec des grands noms, est-ce que ça devient comme le monde idéal qu'on s'était fait autour de cet univers-là, si tout d'un coup s'effondre, puis... Au début, je pense qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas le remarquer.
parce que, tu sais, moi, ça m'a pris, j'ai fait ça pendant 10 ans, puis je te dirais, ça m'a pris un bon 7 ans avant de faire de l'argent avec ça. Là. Avant ça, j'étais obligé d'avoir un travail 40 heures semaine parce que c'est pas assez payant. Ouais. Ça m'a pris 7 ans, puis tu viens à un moment donné, tu te dis, OK, c'est vrai, comme tu dis, tu fais, OK, c'est ça le milieu de l'humour, c'est vraiment dans ça que je me suis embarqué, avec des manigances, avec des gens qui ont des contrats, mais qui ne sont pas nécessairement bons. Tu fais des spectacles parfois avec des gens qui ils font un numéro de 15 minutes, ils font rire 3 fois, puis ils se retrouvent aux Oliviers, ils se retrouvent, ils ont des contrats payants de 50 000 $ par-ci, 60 000 $ par-là, puis là, tu te dis, bien voyons, y a-tu de quoi j'ai pas compris? Comment ça se fait que ces gens-là réussissent à passer en avant de moi, puis finalement, bien, tu te rends compte que c'est parce qu'ils ont des passe-droits. Donc au début, moi, je voulais continuer mon rêve, je voulais pas abandonner, tu sais, j'ai bûché fort, là, tu sais, pour arriver à un moment que j'étais capable de faire ne serait-ce que 500 $ par semaine. J'ai travaillé fort, là. Il y a eu des semaines là, que tu fais 25 $ dans ta semaine, c'est pas payant au début quand tu commences en humour. Là. Donc, quand tu es rendu à un stade dans ta carrière que tu fais de l'argent, tu veux pas réaliser ça. Ouais. Puis, à un moment donné, tu n'as pas le choix de te rendre à l'évidence. Tu fais, OK, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont des mauvaises personnes. Puis moi, j'en parlais avec des humoristes du milieu, puis la réponse que j'avais, j'en revenais pas, c'était « Ouais, mais Danny, tu sais, moi, il me donne 500 $ par semaine pour que j'aille à sa soirée d'humour, tu sais, je vais continuer de le côtoyer quand même. » Puis là, tu es comme « Oui, mais il y a des allégations de pédophilie, là. Tu sais, il y a 10-12 filles qui disent qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles par cette personne-là. Ça ne te tente pas de creuser un peu, savoir qu'est-ce qu'il y en est? Ouais. Ah, ça ne me regarde pas. » Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu comme... On ferme les yeux. Exactement. C'est un peu comme la société actuelle. Les gens ferment les yeux. Puis moi, j'étais rendu à un stade que j'avais plus envie de côtoyer ces gens-là, même si c'était pas... Sentais-tu que si tu avais resté, tu aurais été complice? Ben, honnêtement, je me sentais complice un peu. Parce que j'ai des gens que je suis allé chez eux, là, j'ai fait des soirées poker. Tu sais, il y a des gens que j'allais là, puis finalement, je suis comme, OK, mais lui, c'est quelqu'un qui a des allégations de pédophilie. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Ouais. Puis les gens ferment les yeux, il n'y a pas de problème. Les gens acceptent ça, puis... donc, effectivement, on ferme les yeux, mais on se sent complice. Après que tu aies réalisé tout ça, tu as plongé dans un autre univers, l'intervention auprès des jeunes. Comment ce changement de cap a transformé ton regard sur la société? Eh mon Dieu, en 2014, quand j'ai quitté le milieu de l'humour, là, j'ai été engagé comme directeur télémarketing. Donc, c'était pour une fondation d'aide aux jeunes avec un groupe de téléphonistes qui faisait des appels 50 semaines par année à travers le Québec pour récolter des dons par téléphone. Pour venir en aide aux jeunes. Exactement. Et puis, dans le bureau dans lequel je travaillais à ce moment-là, en 2014, on était 15 ou 16 téléphonistes. Donc, on parlait de beaucoup d'appels qu'on faisait pour demander aux gens un don pour ces jeunes-là en difficulté. Donc, quand on a un pitch en demandant de l'aide aux gens de façon financière, parfois les gens se justifient beaucoup. Donc, les gens vont dire « je ne peux pas faire de don pour telle ou telle raison ». Les gens racontent un peu leur vie. Donc, ça m'a amené à voir que la société ne va pas super bien parce que les gens se confient beaucoup à nous. Parfois, on ne demande aucune justification, mais les gens vont nous expliquer leurs problèmes de santé, leurs problèmes financiers. Et le groupe de téléphonistes avec lequel je travaillais à ce moment-là faisait entre 450 et 500 000 appels par année à travers le Québec pour récolter des dons. Donc, on a un gros bassin de gens à qui on peut demander de l'aide, mais ça nous permet aussi de voir un peu l'envers du décor, de voir que beaucoup de gens qui sont malheureusement en difficulté financière, parfois qui ont beaucoup de problèmes personnels, qui ne peuvent pas faire de dons, qui se justifient. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé. En faisant ce travail-là, j'ai pu voir un peu qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qu'on pense qui souffrent, effectivement. Peut-être pour ça que l'humour a tellement la cote ici au Québec, tellement de souffrance qu'on va peut-être geler notre... Bien, écoute, j'irais même plus loin que ça. Je pense que tous les humoristes ont une certaine souffrance en dedans d'eux. Je pense que les humoristes ont tous un problème mental et je pense qu'ils vont tous être d'accord avec moi pour dire que on n'est pas normal de vouloir aller se mettre les pieds sur une scène devant 100, 200, 300 personnes puis dire « Écoutez-moi, je vais vous faire rire ». Ça prend un problème mental, là. Donc, effectivement, c'est... En 2021, tu as fait une vidéo qui est devenue virale et qui a frappé 1 million de visionnements en 24 heures. Qu'est-ce qui t'a poussé à publier cette vidéo-là malgré les risques? Puis c'était quoi le contenu de la vidéo?
2021, à ce moment-là, j'étais au centre d'appel, donc, comme je disais tantôt, entre 450 et 500 000 appels par année. On se retrouve avec des témoignages de gens qui nous mentionnent qu'ils ne peuvent plus faire de dons parce qu'ils ont des problèmes de santé majeurs suite au vaccin COVID. Donc, on en entend pratiquement chaque jour. Ouais. Des gens qui disent moi, je ne suis plus capable de travailler depuis mon vaccin COVID. J'ai problème de dos, j'ai de la misère à marcher, j'ai perdu la vue de 50 j'ai fait des palpitations cardiaques, crise de cœur, angine de poitrine. On en entend à chaque jour. Et à ce moment-là, je ne sais pas, mais moi, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui compte le nombre de personnes dans le centre d'appel, qui mentionne ces problèmes-là suite au vaccin. Et puis, on m'annonce que c'est environ 700 personnes en l'espace de 100 000, 150 000 appels. 700 personnes qui nous ont dit ça, alors qu'on n'a jamais demandé aux gens de nous justifier le pourquoi ils ne peuvent pas faire de dons. Tu sais, nous, la personne ne peut pas faire de dons. Merci, madame, on va se reprendre, prenez soin de vous. Mais là, les gens se justifient beaucoup au Québec. Et là, c'était des centaines de personnes qui nous mentionnaient la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire de dons. Et je me suis dit, si dans notre centre d'appel, en 100 000, 150 000 appels, il y en a 700 qui nous l'ont dit, imaginez à quel point il doit en avoir au Canada, à l'échelle canadienne, même à l'échelle mondiale. Mais je me suis dit, je vais aller voir les chiffres au fédéral. Et à ma grande surprise, à mon grand étonnement, on mentionnait au fédéral qu'il y avait 900 personnes sur 30 millions d'injections qui avaient eu des problèmes suite au vaccin. Et là, je me dis, ça n'a aucun sens. C'est impossible qu'il y en ait seulement 900 sur 30 millions d'injections, alors qu'on vient d'en trouver 700. Avec le petit centre d'appel dans Avec lequel... le petit centre d'appel sur 100 000 appels, 150 000 appels. Puis quand je parle d'appels, je ne parle pas de personnes, parce que quand on fait des appels, il y en a qui ne répondent pas. Non, c'est ça. Donc, on n'a pas parlé à 100 000 personnes, puis on en a trouvé 700. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, s'ils sont capables de trafiquer ces chiffres-là, parce que c'est clairement un trafic de chiffres, là, on s'entend, il y a un traficage qui n'a pas sa place, bien, je dois le dénoncer pour expliquer aux gens, écoutez, ce qu'on vous prétend, sûr et efficace, peut-être que ça ne l'est pas au final. Vous devriez faire attention. Et c'est cette première vidéo-là qui est devenue virale. Les gens partageaient ça en grand nombre. Après 5 menaces de mort, parce que tu as eu 5 menaces de mort. Oui, suite à cette vidéo-là. Tu as quand même choisi de recommencer à faire de l'humour. C'était-tu un acte de résilience ou une façon de défier ta peur? À vrai dire, je ne voulais pas recommencer nécessairement à faire de l'humour. Moi, en 2014, c'était terminé. Ouais. Ça a été un gros deuil. Tu sais, quand tu es un petit garçon, puis tu te dis, moi, je veux faire de l'humour. Ah oui, absolument. Moi, c'était ma passion, puis je voulais faire ma vie là-dedans. Donc, ça a été un gros deuil de finalement abandonner ce domaine-là pour m'en aller complètement à l'opposé dans un domaine qui n'est même pas en lien avec l'humour. Donc, je ne pensais pas en refaire. Mais en 2021, suite à mes dénonciations puis les menaces de mort, je voyais qu'il y avait beaucoup de détresse sur les réseaux sociaux. On confinait les gens, on fermait leur commerce. Il y avait énormément de problèmes au niveau de la détresse, surtout au Québec. On était l'endroit en Amérique du Nord qui avait le plus de mesures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, au lieu de dénoncer, je vais faire de l'humour sur ma page. J'étais rendu à ce moment-là, je les avais comptés, à 29 personnes dans ma liste Facebook qui s'étaient enlevé la vie 2020-2021. 29. Les gens étaient déprimés totalement, là. Donc, je me suis dit, je vais mettre un peu de positif. J'ai commencé à faire des blagues. Puis, contre toute attente, mes blagues ont commencé à se partager sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui me disaient « Merci pour tes blagues, ça nous change les idées, merci, merci. » Et à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à me dire « Tu devrais être humoriste. Ce serait bon que tu fasses des spectacles d'humour. » Puis là, je devais expliquer à tout le monde « Écoute, j'ai été humoriste, j'ai fait ce travail-là pendant 10 ans, je ne suis plus humoriste. » Et là, c'est devenu une espèce de ralliement. La population, ou du moins quelques milliers de personnes me disaient il faut que tu fasses un retour sur scène. Il n'y a pas d'humoriste qui dénonce la crise, qui dénonce ce qui se passe avec humour de la façon que tu le fais. Il faut que tu fasses un retour sur scène. Puis, honnêtement, tu sais, quand on est humoriste, quand on fait de la scène, c'est une drogue. On ne peut pas dire qu'on est humoriste juste un jour, on l'est toujours. La minute qu'on fait rire les gens, c'est une adrénaline tellement incroyable qu'on veut continuer à faire ça, on veut y retourner. Donc, même si j'étais en paix avec le deuil que j'avais fait en 2014, il y avait toujours une partie de moi qui disait hey, « je veux y retourner sur scène, je veux faire des blagues ». Et là, j'avais une communauté de gens d'à peu près, à ce moment-là, 7, 8, 9 000, 10 000 personnes qui me disaient « on veut que tu y retournes », pas les 10 000, bien entendu. Mais les gens voulaient que je fasse un spectacle d'humour. Donc, je me suis dit, je vais faire une publication en demandant aux gens, si, exemple, je bâtis un spectacle d'humour, parce que c'est du travail faire un spectacle d'humour, là. Si je fais un spectacle d'humour, combien parmi vous seraient prêts à assister au spectacle? Et là, je mets ça sur ma page et ça fait un boom incroyable. En l'espace d'une journée,
j'avais calculé 2000 billets que je pouvais vendre si je faisais un retour sur scène. En l'espace de 24 heures sur ma page, les commentaires privés, les gens disaient « Moi, je t'achète 4 billets, moi, j'en veux 2 ». J'arrivais à 2000. Là, je me disais « OK, il y a une demande, il y a des gens qui veulent de l'humour, il y a des gens qui Dans un temps qui était très sombre et très noir. » Oui, effectivement, exactement. Donc, j'ai à ce moment-là décidé de faire un coming. De faire un coming back, oui. Plusieurs salles ont annulé tes spectacles après des menaces ou des pressions. Comment tu as vécu ce mode de censure-là à ce moment-là? J'ai trouvé ça bien ordinaire, honnêtement. Il y a des humoristes dans le passé, dans les années 90, qui étaient beaucoup plus crus que moi. Des humoristes qui parlaient de sexualité ouvertement à la télévision. Ou même en termes de politique. En termes de politique, ah oui, absolument. Et on pense à RBO, on pense à je ne vais pas les nommer, Mercier, mais c'est à eux que je pensais. Ouais, effectivement, c'est des gens qui ont dénoncé le gouvernement, qui ont dénoncé le système, puis ils n'ont jamais eu de problème, du moins. Ils ont eu certaines, pas des censures, mais certaines réprimandes. Mais qu'on me dise à moi que je ne pouvais pas louer une salle parce que mon humour parlait contre le gouvernement, mon humour dénonçait un gouvernement, j'ai trouvé ça très ordinaire. Est-ce que tu as senti une justice à deux vitesses à ce moment-là? Ah oui, absolument. Absolument. Ouais. C'est quelque chose qui n'avait aucun sens pour moi. Je me disais comment ça se fait. Un peu comme on parlait tantôt avec Annie Junot, la naturopathe. Écoute, c'est complètement deux vitesses, c'est complètement deux choses différentes, puis on se retrouve là-dedans, puis on sent une injustice. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On accepte la situation tout simplement. Oui, tout à fait. Tu interviens depuis 2014, tu l'as dit, auprès des jeunes qui sont en difficulté. Est-ce que tu as constaté, avec ce que tu fais dans la vie de tous les jours, une explosion de troubles mentaux depuis cette pseudo-pandémie-là chez les jeunes? Oui, absolument. Écoute, il y a même plusieurs fondations, plusieurs organismes qui ne s'en cachent pas, qui se retrouvaient à s'occuper de 10 jeunes par semaine, 15 jeunes, puis là, maintenant, qui sont rendus avec des listes d'attente de 200 jeunes qui ont besoin d'aide. Tu sais, ce qu'on a fait en 2020, d'empêcher les jeunes de se voir, alors que quand on est jeune, on n'a pas besoin de se casser la tête avec les problèmes des adultes, puis qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis dans la société. Tout ce qu'on veut, c'est être dans notre imaginaire, jouer, se rassembler, avoir des contacts humains, avoir des amis. Et là, du jour au lendemain, le gouvernement disait, il y a un virus qui est tellement dangereux que vous ne pouvez plus vous voir. Donc ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui leur manque une partie de leur enfance, qui ont développé... Qui leur a été volée. Absolument, qui leur a été volée. Puis c'est des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui qui ont plusieurs difficultés d'apprentissage, de la difficulté à créer des liens. Ensuite, on a beaucoup divisé aussi les familles avec ce qu'on a fait. Je ne vais pas revenir sur la crise, bref, il y a beaucoup de divisions dans les familles. Le père qui voulait faire vacciner l'enfant, la mère qui ne voulait pas, ça s'en va en cours. On a perdu la primauté parentale en 2022 également. Ça a été quelque chose de catastrophique au niveau du Québec. Donc, oui, effectivement, il y a une grande montée. Depuis cette pseudo-pandémie-là, on est vraiment sur une pente glissante. En fait, droit, liberté d'expression, liberté de religion, liberté de presse. On voit vraiment que si tu n'es pas dans le narratif dominant, mais on te met aux oubliettes. Là. Absolument. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus, Dany, dans l'état actuel de nos ados puis les jeunes adultes? C'est de voir le monde dans lequel on va les laisser vivre dans le futur. Tu sais, on s'en va pas du tout dans la bonne direction. Il y a des gens qui ferment les yeux, puis souvent, c'est ça le problème de la société. Les gens, malheureusement, puis c'est ça pour une grande partie de la population, tant que les mesures qui sont mises en place n'impactent pas négativement la vie de l'individu en tant que tel, bien, c'est pas grave. Les gens ils disent « Ah non, moi, ça me touche pas, donc c'est pas grave, il n'y a aucun problème. » Tant que ça regarde les autres, puis ça me regarde pas, bien, j'ai pas besoin de me lever, j'ai pas besoin de dénoncer. Donc, on se retrouve avec des adultes qui sont inconscients de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Perdu la primauté parentale, les enfants appartiennent maintenant à l'État. Il y a énormément de gens qui ne sont même pas au courant de ça. Tu sais, moi, j'ai des amis qui ont fait des enfants, puis tu leur parles de ça, là, tu savais que tes enfants ne t'appartiennent pas. Là. Ils ne savent pas là, que ça a été enlevé, la primauté parentale, depuis avril 22. Là. Non. Donc, c'est vraiment ce qui m'inquiète, c'est de voir le monde dans lequel on va les laisser vivre dans le futur. On est en train de créer une dette qui n'a aucun sens. À chaque jour, il y a de l'argent gaspillé. Le gouvernement va donner un montant de 2 000 $ aux personnes âgées, évidemment, pour aller chercher des votes pour les futures élections qui s'en viennent l'année prochaine. C'est l'argent qu'on n'a pas. On se retrouve encore une fois à créer une dette. Et qui va payer? Bien, c'est les prochaines générations par la suite. Absolument raison. Tout va augmenter, le coût des maisons, le coût de la vie. Les gens, ils disent rien. Puis ils disaient rien en 2020, 2021, quand on disait que si vous fermez des commerces, ça va créer une inflation incroyable. C'est pas pour rien que le Québec, maintenant, détient 70 % des faillites de tout le pays. On a carrément bousillé l'économie. Donc, c'est ce qui m'inquiète pour l'avenir des jeunes.
Tu es intervenant auprès des jeunes, puis il y a une nouvelle la semaine passée qui a été annoncée, qui a pratiquement passé sous le silence dans un monde qui est en train de virer sur le capot. Dans l'actualité récente, on a vu le cas d'un trouble. Un trouble, c'est un couple de 3 personnes, 3 hommes qui ont obtenu l'adoption d'une fillette. On a des gens ici ce soir, après toi, qui viennent témoigner qu'on leur a enlevé leurs 5 enfants, puis ils étaient dans une relation de couple saine, propice à élever 5 enfants, là, puis on leur a enlevé. Fait que d'un côté, on enlève à des gens qui méritent d'avoir des enfants, puis de l'autre côté, on donne ça à un trouble, un groupe de 3 hommes homosexuels qui ont réussi à avoir ou adopter une fillette. Comme intervenant, mais aussi comme citoyen, quel regard portes-tu sur cette transformation radicale de la famille où on semble de plus en plus à désacraliser la famille? Bien, ça part encore une fois de la primauté parentale. À partir du moment qu'on a carrément dit aux parents biologiques, vous ne possédez plus votre enfant depuis 2022, c'est maintenant l'État qui décide qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, encore une fois, on a un exemple parfait de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi enlever à une famille saine d'esprit, qui n'a aucun problème, 5 enfants, alors que, comme tu dis, il y a un trouble, 3 hommes. Encore là, c'est les gens qui vont voir cette dénonciation-là comme étant de l'homophobie. Ce n'est pas de l'homophobie. Non, c'est juste le gros bon sens aussi. Exactement, exactement. Tu sais, on est rendu dans une société qu'on doit aller complètement vers la gauche. On n'a plus de regard du tout sur qu'est-ce qui se passait à l'époque. On veut vraiment changer avec... On a enlevé nos repères. Absolument, absolument. Puis c'est dangereux aussi. Là, je ne veux pas tomber en politique non plus parce que je pourrais, mais on se retrouve dans une société qui dicte vraiment les choses, qui dicte comment penser, qui forme les gens. On n'est plus dans une société qui informe, on est dans une société qui forme les gens à adopter certains comportements, certaines mentalités, certaines valeurs. Et on est en train de leur dire, bien, regardez, c'est l'avenir de demain. On veut que vous soyez inclusifs, on veut que vous acceptiez monsieur, madame, tout le monde, que ce soit LGBTQ++, X, Y, Z, ou des gens qui sont homosexuels, qui sont un trouble. Ça, je trouve ça ridicule. Mais encore là, peut-être dans 100 ans, ça va être normalisé. Donc, on essaie de faire... On est dans une période en ce moment, on est dans un creux où on essaie de changer la société, changer les valeurs des gens. Puis si on ne fait pas de tournant drastique et qu'on ne met pas un stop à ça, bien, je pense qu'on va juste continuer de s'enfoncer. Dans une dérive. Absolument, puis on n'est pas prêt que ça s'arrête. Oui. On a enlevé nos valeurs, nous, on parlait de famille nucléaire à l'époque. La famille nucléaire, c'était un papa, une maman, puis des enfants. Puis aujourd'hui, on a même changé la définition de ce qu'est la famille nucléaire dans le dictionnaire. Fait que ça me démontre aujourd'hui comment on vit dans une société accélérée où le mal est devenu bien, puis le bien est devenu mal, puis les références sont upside down, pardonnez-moi l'anglicisme, là. Mais c'est la réalité. Danny, pour conclure, si tu avais un message à lancer aux jeunes, mais aussi aux parents face à la pression sociale, puis face à ces idéologies-là dominantes, ce serait quoi? Moi, je dirais de ne pas écouter les autres. Moi, le meilleur conseil que je donne, c'est n'écoutez pas mes conseils. Allez-y avec votre cœur. Allez-y avec ce que vous avez envie de faire. Fiez-vous pas à ce qu'on essaie de vous dicter. Tu sais, on est dans un système, une société où on met les enfants en bas âge à l'école. Ils ont 4 ans, 5 ans, ils sont à l'école, puis on leur dit, là, tu vas écouter ton professeur, là. Et si ta maîtresse, elle parle, tu l'écoutes. Donc, on forme déjà les enfants à obéir, à se conformer à l'autorité, puis à accepter n'importe quoi qui provient des adultes. Mais les adultes ne détiennent pas la vérité. Je ne la détiens pas, moi non plus. Donc, quand on parle d'intervention avec un jeune, c'est certain que si on dit aux jeunes, tu vas faire ça, tu devrais faire ça, bien, on n'est pas du tout dans la lignée de pensée de ce jeune-là. On lui dit quoi faire, puis c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, le meilleur conseil que je donnerais, c'est n'écoute pas nécessairement. C'est sûr, il y a des conseils qu'il faut écouter, on s'entend, là, mais je veux dire, si vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez un rêve, foncez, faites-le. Il y a toujours moyen de réaliser ses rêves, mais sans nécessairement être contrôlé par la société qui nous dicte quoi faire, qui veut nous mettre dans un moule. T'sais, on veut nous mettre dans un moule de trouve-toi un emploi, va à l'école, trouve-toi un emploi, puis travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi, 2 semaines de vacances par année, c'est tout. On n'est pas obligé d'être dans ce système-là. On peut carrément avoir notre propre entreprise, on peut avoir nos propres choix, décider qu'est-ce qu'on veut faire. Puis très souvent, c'est ça qui est dommage, mais malheureusement, les adultes font beaucoup d'intimidation, on le voit sur les réseaux sociaux, mais les adultes, très souvent, vont dicter quoi faire aux jeunes, alors que le jeune ne veut pas du tout s'en aller dans cette direction-là. On entend ça souvent des jeunes dire « Moi, je voulais faire ça, mais mes parents m'ont dit « Ah, tu dois peut-être aller ailleurs, dans un autre domaine, tu serais meilleur dans ça. » Puis le jeune finit par écouter ses parents ou écouter quelqu'un d'autre de l'extérieur, puis là, finalement, il se retrouve qu'il n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Ouais. Donc,
écoutez pas nécessairement ce que les gens vous disent. T'sais, moi, je n'ai pas écouté. Il n'y a personne qui voulait que je sois en humour. Il n'y a personne qui me disait... Les gens me disaient, tu ne seras pas capable, Danny, c'est pas payant, ce milieu-là. Puis à la fin, j'étais capable de faire entre 500 et 1000 $ par semaine en faisant des blagues. J'avais des amis qui étaient à l'université, qui travaillaient 40 heures semaine, ils faisaient moins d'argent que moi, puis ils se plaignaient parce que leur patron, ils n'aimaient pas leur patron. Ouais. Donc, écoutez pas nécessairement les gens. Allez-y avec votre cœur, ce que vous voulez faire. Puis on ne peut pas être perdant quand on fait ce que nous, on a envie de faire. Ouais. Merci beaucoup, Danny, d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci. Vous voyez, on vit dans un monde où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. Puis j'écoutais aujourd'hui là, une chronique qui a passé dans une station de radio. Puis j'écoutais cette chronique-là, puis on parlait justement que le wokisme était devenu une religion. Et j'étais surpris d'entendre ça dans les ondes d'une radio mainstream où on stipulait, pour donner tous les liens ou les critères qui démontraient que le wokisme était réellement devenu une religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a substitué, on a changé de religion. On a enlevé Jésus de nos écoles, de nos institutions. On a enlevé justement tout ce qui avait un lien ou un rapport avec le Jésus-Christ, puis on l'a remplacé par quelque chose qui est néfaste, qui fait rien de bon. Parce que si on regarde la société d'auparavant, nos parents, nos grands-parents, ils étaient dans une bien meilleure posture mentalement que la posture dans laquelle on est en train d'élever nos enfants, influencés par ce wokisme-là.